Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce petit rendez-vous climatique. Avant toute chose, je tiens à vous mentionner que cet événement est virtuel, mais la plupart de nos organisations et nous-mêmes se trouvent à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange aux peuples autochtones. Par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter les nations vivant sur ce territoire et les remercier pour leur hospitalité. Au nom du Dialogue pour le climat et du Climatoscope, ainsi que de tous nos partenaires, nous vous remercions chaleureusement d'être avec nous ce midi pour ce petit rendez-vous climatique intitulé En entreprise, comment s'engager dans un parcours d'adaptation au changement climatique. Un événement qui se déroule en parallèle de la COP29, dont l'agenda en ce 14 novembre porte sur la thématique de la finance, l'investissement et le commerce. Nous sommes heureux et heureuses, encore une fois cette année, de rassembler des membres de la société civile afin de dialoguer ensemble sur des thématiques vitales et intrinsèquement liées au changement climatique. J'ai le plaisir de vous présenter votre animateur pour ce petit rendez-vous climatique, Yves Plourde, professeur agrégé au département de management au HEC. Oui, donc bonjour à tous. Bienvenue au panel d'aujourd'hui. Donc, Yves Plourde, professeur à HEC Montréal. Et aujourd'hui, notre panel va porter sur l'adaptation au changement climatique en entreprise. C'est un sujet qui est très important. Souvent, on va parler d'atténuation au changement climatique, mais l'adaptation va souvent être dans l'angle mort des entreprises. On le voit avec les données là, de l'Institut de la statistique du Québec et aussi d'autres de Québec Net Positif et tout ça. Et pour en discuter avec nous, on a Ève Bourgeois, qui est coordonnatrice du déploiement de la priorité économie résiliente dans la programmation scientifique d'Ouranos. On a également Marie-Luc Arpin, qui est professeur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, et Arnaud Champalbert, qui est vice-président affaires publiques et gouvernementales au Conseil du patronat du Québec. Donc, nos trois invités vont échanger pour la prochaine heure avec nous pour discuter de l'adaptation en entreprise. Et comment on va procéder? Bien, on va avoir des questions, des échanges individuels avec chacun. Et ensuite, on va avoir des discussions plus élaborées là où ils vont pouvoir échanger entre eux. Donc, si vous êtes prêts, peut-être un mot rapide, Ève, Marie-Luc et Arnaud, avant qu'on procède avec la première question. Donc, j'en conclus que vous êtes heureux d'être ici. On est très content. Parfait. Merci de l'invitation. Merci. Donc, on va commencer avec Ève. Donc, Ève, toi, tu travailles chez Ouranos. Et peut-être pour lancer la discussion, on parle d'adaptation au changement climatique. Euh, Oh, pardon, petit lapsus dans mon oreille. Donc, Ève, est-ce que tu pourrais te présenter un peu brièvement, expliquer qu'est-ce que tu fais là, dans le cadre de ton travail? Oui, absolument. Dans le fond, chez Uranus, on est vraiment un consortium scientifique, puis on vise, notre mission, c'est d'aider la société québécoise à mieux faire face au changement climatique en s'adaptant justement. Et on a un volet de notre programmation scientifique là, qui vise le secteur économique, que ce soit les entreprises ou les têtes de réseau, là, les organismes qui travaillent avec les entreprises. Donc, je suis très contente d'être ici là, justement pour parler d'adaptation. Parfait. Et j'ai ma première question pour toi. Donc, on parle d'atténuation, on parle d'adaptation. Donc, euh, est-ce que tu pourrais expliquer là, pour ceux qui sont à l'écoute, ce serait quoi les grandes différences entre les mesures d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique? Puis aussi, ce serait quoi les principaux risques climatiques qui poussent les entreprises à adopter des mesures d'adaptation? Donc, on sait que pour l'atténuation, il y a quand même des outils qui existent. Je pense que globalement, il y a une conscientisation qui est faite, mais sur l'adaptation, c'est peut-être moins clair là, pour les entreprises de quel risque on fait référence. Puis ça ressemble à quoi, en fait, une démarche d'adaptation au changement climatique? Oui, puis je vais me permettre de partager mon écran, là, justement, parce qu'une image vous met le mot et des fois, c'est plus facile là, d'avoir un support visuel. Donc, oui, puis je pense que Yves, tu l'as bien dit là, en introduction, l'adaptation, c'est un défi, c'est souvent mal compris, peut-être. Les entreprises sont moins sensibles justement aux côtés de l'adaptation que à l'atténuation. Donc, je vais commencer peut-être juste en parlant très rapidement de c'est quoi la différence entre ces deux concepts clés là, dans la lutte au changement climatique, soit l'adaptation et l'atténuation. Donc, l'atténuation vise vraiment là, à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Donc, quand on parle de lutte au changement climatique, il y a deux fronts et l'atténuation, c'est vraiment ce qu'on entend le plus parler dans les médias. C'est comment justement réduire les gaz qui causent les changements climatiques et et qui nous affectent, en fait. Donc, l'idée, c'est de limiter l'impact limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc leurs impacts sur le climat. Mais le climat, ça sans grande surprise, affecte également nos activités humaines et dans un contexte de changement climatique, le climat, on le voit déjà, il commence à varier en raison de la concentration actuelle des gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère et donc on voit et on commence à subir les effets des changements climatiques et l'adaptation vise justement à réduire les impacts qu'auront les changements climatiques sur nos entreprises, là, dans le cas qui nous intéresse, mais sur la société de manière plus générale, et tirer profit là, des nouvelles opportunités d'affaires qui vont découler aussi des changements climatiques. Donc, aujourd'hui, j'attire vraiment votre attention sur l'adaptation, même si pour la lutte pour les changements climatiques, il faut bien évidemment là, travailler sur les deux fronts que vous voyez à l'écran. Donc, comme je le disais il y a quelques secondes, les effets des plans des changements climatiques se font déjà sentir, d'où l'importance là, pour les entreprises et les autres acteurs de vraiment mettre en place une démarche d'adaptation. Vous voyez à l'écran, en fait, les données de l'Observatoire européen Copernicus qui montrent qu'en 2023, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète depuis 1850. Et justement, que ce record, malheureusement, devrait être dépassé encore une fois cette année, alors que les températures vont être plus chaudes en 2024 qu'elles l'ont été en 2023. Et je vous parle de ça parce que la hausse des températures, on le voit à l'échelle internationale sur la planète, comme vous le voyez présentement à l'écran, mais ça affecte également le Québec. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est un graphique qui montre l'évolution des températures moyennes annuelles de l'ensemble du Québec pour la période de 1950 à 2100, selon deux scénarios jugés probables, donc des scénarios d'émissions en orange qui est le scénario intermédiaire et le scénario élevé qui est en rouge ou rose, là. Donc, l'idée, en fait, c'est que le climat est dépendant à nos émissions de gaz à effet de serre dans le futur. Donc, plus qu'on va avoir plus qu'on va émettre des gaz à effet de serre, plus justement, on va voir des changements climatiques et une hausse des températures. Donc, je vous montre ces données-là parce que il y a plusieurs scénarios climatiques qui sont émis en fonction justement des différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être mis. Mais vous voyez là pour le Québec, les deux scénarios qui sont jugés les plus probables par la communauté scientifique qui engendraient une hausse entre 1,2 et 3 degrés Celsius d'ici 2100. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne pour le Québec? Bien, on voit ces données-là là, à l'échelle de la province. Vous voyez aussi que ce n'est pas toutes les régions qui vont être affectées de la même manière. Donc, même à l'intérieur du Québec, on voit des régions qui vont se réchauffer plus rapidement que d'autres. Donc, vous voyez à gauche, justement, la moyenne annuelle des températures pour le Québec pour la période historique entre 1991 et 2020, alors que sur la figure de droite, vous voyez plutôt les changements projetés selon le scénario élevé pour la période de 2021 à 2050. Et on constate en fait on s'attend en fait à une hausse des températures de 1,4 degrés pour le sud du Québec, allant jusqu'à 1,7 degrés pour le nord du Québec. Et cette hausse de température-là là, de 1,4 ou 1,7 degrés peut sembler petite, mais elle aura des conséquences vraiment importantes sur toutes les sphères de nos sociétés. En fait, les changements climatiques, avec les changements climatiques, on observe déjà une multiplication et une intensification là, des événements météorologiques extrêmes, ce qu'on appelle des chocs, que ce soit des précipitations extrêmes, des tempêtes violentes, des feux de forêt, des sécheresses, des inondations, mais on voit également justement des transformations plus profondes également de l'écosystème qu'on appelle communément des stress. Donc, on parle de l'érosion et de la submersion côtière, de la hausse du niveau des océans, de la dégradation des écosystèmes. Et donc, ces phénomènes-là sont appelés à s'intensifier et à être potentiellement plus fréquents et plus intenses au cours des prochaines années. Je vous parle de ça parce que ça met justement la base à la conversation qu'on va avoir d'aujourd'hui. Vous comprendrez que ces événements-là, que ce soit des chocs ou des stress, engendrent bien entendu des risques pour les entreprises. Encore une fois, le focus aujourd'hui sur les entreprises, mais ce ne sont pas que les entreprises là, qui peuvent être vulnérables au changement climatique. Donc, c'était une longue introduction, en fait, pour que vous ayez un peu une compréhension de qu'est-ce qu'on parle quand on parle de changement climatique et de voir justement c'est quoi les risques qui peuvent découler concrètement pour les entreprises. Donc,
les changements climatiques peuvent engendrer des risques directs et indirects sur les entreprises. Donc, par risque direct, ça peut être justement des pluies torrentielles qui inondent nos bâtiments, qui peuvent rendre aussi des inondations, qui peuvent rendre des routes non utilisables, donc qui peuvent limiter notre chaîne de valeur. Ça peut aussi avoir des vagues de chaleur, par exemple, qui peuvent poser des risques pour la santé des employés, mais aussi de la clientèle. Et on peut avoir, par exemple, des risques plus indirects. Donc, on peut penser, par exemple, aux feux de forêt de 2023 qui ont ravagé là, certaines régions du Québec. Et ces feux de forêt-là pourraient avoir des répercussions sur certaines entreprises qui dépendent notamment du bois d'œuvre. Donc, les risques engendrent des répercussions financières là, sur les entreprises, notamment une réduction des revenus, une réduction de la productivité, une augmentation des dépenses, une augmentation des coûts d'assurance. Donc, ce sont des répercussions possibles sur les entreprises. Et vu justement, vu ces risques, on doit prendre là, des mesures d'adaptation et donc de se questionner à savoir comment le climat peut nous affecter et quelles solutions d'adaptation on peut prendre pour justement réduire ces risques-là et tirer profit des nouvelles opportunités d'affaires qui pourraient en découler. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Voilà. Oui. Parfait, mais merci Eve. Puis je pense que ça va être bien parce que ça nous permet de voir aussi à quoi on fait référence lorsqu'on parle des risques climatiques. Puis quand on va en reparler avec Arnaud, ça va nous donner un bon cadre de référence, là. Maintenant, on va se tourner vers Marie-Luc, puis on pourra revenir sur la question des risques climatiques puis la gestion des entreprises. Donc, Marie-Luc, on va aborder avec toi la question de la performance environnementale, donc en gestion d'entreprise. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour une entreprise d'aborder la question de la gestion environnementale? Comment est-ce qu'on peut intégrer la performance environnementale dans la gestion de l'entreprise? Puis comment ça peut contribuer à la lutte contre les changements climatiques, puis aussi profiter à l'entreprise? Puis on pourra peut-être revenir aussi sur la question de l'adaptation, comment est-ce qu'on en bénéficie en lien avec ça lorsqu'on aura les échanges à deux tout à l'heure. Oh, micro? Merci beaucoup. Moi aussi, je vais projeter rapidement mon petit écran ici. Je crois que vous devriez le voir maintenant. Donc, effectivement, quand sur le fond de ce que Eve vient nous expliquer, dans le fond, en prenant un pas de recul puis en revenant à la notion de performance organisationnelle, en fait, hein, même pas encore la performance environnementale. Si on le défait, si on le décline en deux dimensions, très simplement dit, on va penser en termes d'efficience et donc de quel but on veut se donner comme gestionnaire, comme organisation. Et puis, de comment on va allouer les ressources, donc l'efficacité en français exactement. Et puis là, ce vers quoi on va vouloir tendre, c'est une haute efficience, haute efficacité, donc le petit écran en mauve en bas. Puis là, je parle vraiment en termes assez conventionnels, sans même me référer au changement climatique. C'est ça qu'on veut faire dans une optique de croissance quantitative, qualitative. C'est un peu ce qu'on vise. Mais pour la performance environnementale, c'est la même chose. C'est le même enjeu qui se pose. Quel but on va se donner pour que ça compte en matière de lutte au changement climatique notamment? C'est une des catégories d'impact qu'on va vouloir prendre en compte dans la performance environnementale, mais il y en a d'autres. On sait que la lutte au changement climatique peut entrer en tension avec la préservation de la biodiversité, la santé humaine. Il y a d'autres catégories qui sont intimement liées à la lutte au changement climatique, mais qui vont aussi compter un peu artificiellement séparées là, de la lutte au changement climatique. Fait que là, mon message ici, c'est de vous dire que la performance organisationnelle, les fondements conceptuels, bien, ce sont les mêmes pour la performance environnementale. Il faudra se fixer les bons buts puis bien allouer les ressources. Maintenant, aussi, pour quelconque entreprise, il y a cette espèce de tension ici, schéma pris sur le web, là, vraiment parce que pour vous montrer que c'est très populaire, ce cadrage-là, dans le fond, entre le présent, l'exploitation des actifs, disons, dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour opérer au quotidien de manière efficace et efficiente? Mon tableau précédent. Et puis, un regard vers le futur où on va vouloir innover, typiquement, on va appeler ça l'exploration. Fait qu'il y a cette espèce de paradoxe de l'innovation entre l'exploitation au quotidien puis l'exploration
pour un futur qui va être porteur pour l'organisation. Puis ici encore, sans même parler de changement climatique, cette tension-là, elle existe. Pour des PME, des TPE, des petites organisations, c'est typiquement quelque chose qui est très, très difficile parce que le gestionnaire, son équipe, on va avoir à être très polyvalent. Se tourner vers le futur, ce n'est pas nécessairement facile d'avance. Fait que là, vous devinez que l'adaptation au changement climatique, la gestion du risque, elle va beaucoup résonner avec la dimension exploration, le regard vers le futur, l'anticipation de ces risques-là, qui sont déjà là en partant, mais qui seront exacerbés par tout ce que nous a expliqué Ève tout à l'heure. Donc, c'est un peu les deux zones avec lesquelles on va vouloir dialoguer. Maintenant, la performance environnementale, on peut l'aborder de différentes façons. Là, je vous fais un tableau qui date un petit peu, BNQ 21000, c'est vers 2012 qu'on commençait à réfléchir en ces termes-là, qui sont ceux de la maturité en développement durable. Je vais passer à un tableau qui est un petit peu plus spécifique à l'environnement, mais c'est intéressant de concevoir la performance environnementale à l'aune de la maturité, où on viendrait donner aux organisations les moyens de s'auto-évaluer et puis de s'améliorer, de monter en maturité. Puis là, ce qu'on constate à l'aune des travaux qui ont servi, dans le fond, à la construction de la norme BNQ 21000 du Bureau de normalisation du Québec à l'époque, qui existe encore, mais la norme date depuis 2012. Ce qu'on voyait, c'est que les trois premiers niveaux qui nous amènent à la conformité un petit peu, puis tout ça, ça a évolué, ces normes-là, depuis, c'est difficile de passer au stade, justement, qui serait plus de l'ordre de l'amélioration continue, voire de l'anticipation. Il y a vraiment quelque chose de difficile à ce niveau-là. Le message ici, c'est que, puis ça, c'est le tableau plus spécifique à l'environnement, puis j'illustre encore une fois que la gestion, la lutte au changement climatique, c'est une dimension parmi d'autres. Les buts doivent se fixer à l'aune des changements climatiques, mais aussi parfois dans des dynamiques de feedback. Là, ça s'intensifie tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se fixer des bons buts, justement, sur la base d'une échelle de maturité comme ça? C'est beaucoup plus difficile. Puis c'est là que l'analyse du cycle de vie en matière de performance environnementale peut avoir un sens, parce que ça nous permet d'identifier des points chauds, de voir là où, sur notre chaîne de valeur, puis l'unité d'analyse, le système qu'on veut apprendre à maîtriser mieux, ça peut être un produit, mais ça peut être l'organisation, ça peut être un système un petit peu plus grand. Bref, c'est super important d'envisager les impacts environnementaux, notamment ceux du changement climatique, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication, le transport, l'usage, la gestion en fin de vie, puis d'essayer de circulariser tout ça, donc de réduire les impacts à toutes les étapes du cycle de vie pour un système produit, un système organisation qui nous intéresse. Là, je vous donne un exemple de ce que ça peut donner si vous n'êtes pas familier avec ce type de sortant-là pour la prise de décision. Bien, des masques pendant la pandémie. Recyc-Québec s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour optimiser la fin de vie. Puis dans ce cas-ci, la réponse était plutôt évidente. Le recyclage ressort comme nettement supérieur. Mais mon message aujourd'hui, c'est que sur le cycle de vie de ces masques-là, N90, je pense que c'était, on voit clairement qu'il y a des étapes du cycle de vie qui sont beaucoup plus grandes, notamment la production des matériaux, et puis qui sont en dehors du contrôle de Recyc-Québec, l'acteur qui veut pouvoir optimiser sa performance environnementale. On va pouvoir agir sur la fin de vie. Fait que là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on prend le contrôle d'un cycle de vie qui déborde notre sphère d'influence. Ça, c'est que pour la performance environnementale. Et puis parfois, il y a des réponses évidentes. Les solutions existent. Comme sur ce portrait-là, là, on a des risques climatiques, on pourrait parler de performance environnementale, puis on va essayer de voyager vers des solutions. Vous m'excuserez le tableau en anglais. Quand on veut, on peut. Si on est ambitieux, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Cependant, le message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est que tout ça, ça peut se comporter tout à fait différemment en matière de lutte au changement climatique, en matière de performance environnementale, puis peut-être surtout en matière d'adaptation. On a affaire bien davantage souvent à des dynamiques paradoxales. Et donc, à une situation où, oui, le temps est terminé, hein? J'arrête. On déborde un peu, peut-être pour conclure rapidement, mais on va pouvoir c'est ça, j'y y revenir. reviendrai. Mais dans le fond, on est face à des dynamiques paradoxales qui rendent tout plus compliqué ou peut-être les solutions n'existent pas. Puis j'y reviendrai plus tard, c'est parfait.
Donc, je cesse le partage. Mes excuses pour cela. Il n'y a pas de problème, Marie-Luc, mais je pense qu'un point qui est important ici, c'est qu'en fait, une entreprise qui s'engage dans une démarche environnementale, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, on améliore nos processus, mais on réfléchit à l'utilisation des ressources qu'on a. Et donc, ça, c'est un élément qui contribue aussi à sa performance, pas uniquement sa performance environnementale, mais on va pouvoir en reparler. Et là, en fait, on va se déplacer vers Arnaud. Donc, Arnaud, qui est proche des entreprises, donc étant au Conseil du patronat du Québec. Donc, on sait qu'il y a des secteurs qui sont mieux préparés pour faire face au changement climatique, les grandes entreprises en général, celles qui sont cotées en bourse. Donc, c'est sûr qu'il y a des cadres qui les forcent à dévoiler, en fait, leurs risques. Donc, au Québec, si on regarde, ce serait quoi les secteurs qui sont les moins bien préparés ou les moins résilients? Donc, on a vu certains des risques auxquels les entreprises sont exposées avec elles, aux impacts climatiques de manière générale. Puis, comment est-ce qu'on peut travailler pour renforcer cette résilience-là? Donc, ça, ce serait la première question. Puis, au niveau des politiques publiques, bon, on sait que le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans. Donc, est-ce que les politiques actuelles en matière d'adaptation répondent aux besoins de ces secteurs-là? Ce serait quoi les ajustements qu'on pourrait faire là, pour mieux les soutenir si, évidemment, il y a des choses qui peuvent être faites? Donc, une grande question Une grande en question, 6 minutes. En je 6 vais minutes. essayer. Je vais essayer en 6 minutes de faire une grande réponse, mais pertinente. Tu me permettras, Yves, peut-être de faire un petit constat général pour vraiment qu'on ait en tête l'économie au Québec. Il y a plusieurs virages en cours dans les entreprises. Le virage numérique est commencé depuis belle lurette, il n'est pas terminé. Il y a des gestions d'enjeux qui sont importants, comme la pénurie de main-d'œuvre. Donc, les entreprises ont sur leur table et dans leur assiette beaucoup d'enjeux à très court terme qui doivent régler. Et l'adaptation est un enjeu supplémentaire. Je les mets pas en hiérarchie, mais ça montre qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les entreprises doivent agir. Dans mes discussions, je vous dirais que c'est sûr que l'adaptation s'impose comme un enjeu plus présent pour les entreprises. Le pourquoi semble beaucoup plus acquis, mais le comment reste un enjeu. Donc, elle voit beaucoup les risques associés au changement climatique, mais elle voit moins les opportunités de manière générale. Je vous parle de grandes tendances, on s'entend. Il peut y avoir dans le détail des petites différences. En participant, moi, à la COP27, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un décalage entre les entreprises européennes et nord-américaines dans la prise en compte de l'adaptation. C'était assez flagrant. C'était un sujet qui les concernait beaucoup plus et les entreprises comme les têtes de réseau que je suis en Europe étaient beaucoup plus impliquées dans ces questions-là. Malheureusement, c'est sûr qu'au Québec, on s'est fait rattraper par les feux de forêt, par les inondations qui ont caractérisé l'été dernier notamment et qui ont conscientisé de nombreuses entreprises comme la population qui renforcent le pourquoi est acquis davantage. Dans un sondage qu'on a fait l'an dernier, 59% des entreprises qui ont répondu répondaient avoir été déjà touchées par les changements climatiques dans les 3 dernières années. Donc, c'est un fait et c'est pas une question hypothétique. Et 70 d'entre elles mentionnaient les impacts des aléas et des stress climatiques sur leur modèle d'affaires. On parle par exemple de fragilisation des infrastructures physiques, dégradation des conditions de santé physique et mentale des travailleurs, fragilisation des chaînes d'approvisionnement et de la résilience financière. Donc, ce sont des angles morts, des défis associés au manque d'adaptation. Pour répondre à ta question sur les secteurs, je pense qu'on peut se dire qu'il y a peu de secteurs qui sont épargnés par les changements climatiques. Autant dans le manufacturier que les services. On le comprend mieux si on voit que les effets directs et indirects sont nombreux sur les entreprises. Vous avez de l'énergie pour éclairer un bureau. Ça se peut qu'il y ait plus de coupures d'année en année parce que il y a des feux, parce qu'il y a des tempêtes qui font que les lignes se brisent. Vous avez un bâtiment, une usine ou un espace de bureau. Vous êtes aussi impacté d'une manière ou d'une autre. Vous dépendez de la chaîne logistique. C'est même pas une surprise. La chaîne logistique n'est pas forcément adaptée aux changements à venir et il y a des bris dans celles-ci qui peuvent avoir un impact assez démesuré. Et de manière plus lointaine, la plupart des entreprises ont des primes d'assurance qui augmentent avec toutes les catastrophes qu'on a vues sans surprise et qui peuvent avoir un coût énorme pour l'avenir de certaines entreprises. Donc, on les voit davantage comme une obligation dans l'entreprise plutôt qu'une gestion du risque économique. Et je pense que c'est le message qu'il faut amener aux entreprises, qu'il y a des opportunités et que c'est des investissements à faire tout de suite qui coûteraient beaucoup plus cher si on les retardait. Je vous dirais de manière générale, le secteur manufacturier est plus avancé dans la prise en compte des risques liés au changement climatique que le secteur des services. Et
comme le disaient notamment Ève et Marie-Luc, ben, les petites et les moyennes entreprises qui caractérisent à 99% l'économie du Québec sont moins avancées dans leur démarche d'adaptation. Donc, je pense qu'il faut le garder en tête que ça va être un enjeu à adresser. Au niveau des politiques, j'aurais pas de solution, Yves, pour toi aujourd'hui, mais je pense qu'on a plusieurs politiques qui demandent à évoluer. On a eu il y a eu beaucoup d'interventions sur l'enjeu du financement de l'adaptation au niveau des municipalités. Et le lien des infrastructures municipales avec le développement économique est assez important. Et c'est une question qui va devoir trouver réponse pour pouvoir être capable d'enligner les investissements et les changements à faire. Le déficit de maintien des infrastructures, on connaît l'état de nos routes malheureusement. C'est pas gagnant pour pouvoir agir encore plus sur la résilience des épisodes de gel-dégel qui vont être beaucoup plus forts, des inondations. Bref, nos routes sont certainement pas au niveau pour répondre à ce stress supplémentaire. Il y a des éléments que le gouvernement peut encourager. L'économie circulaire en fait partie, de moins dépendre des ressources naturelles, des ressources en général, et de mieux les utiliser. C'est développer sa résilience dans l'utilisation des ressources et limiter l'impact des changements climatiques à ce niveau-là. Et renforcer la résilience des chaînes logistiques. J'en parlais rapidement, mais il y a tout un travail à faire là-dessus. Le Québec était la porte d'entrée de l'Amérique du Nord. Nos entreprises exportent aussi beaucoup. Donc, une économie comme le Québec va être beaucoup plus touchée si les chaînes logistiques subissent les impacts des changements climatiques et ne mettent pas en place des solutions d'atténuation. Euh, En gros, je te dirais, c'est les éléments que je te proposerai en réponse. J'ai d'autres leviers à discuter dans les prochaines questions. Ça fait qu'à moins que tu aies des demandes de précision, je Parfait. m'arrêterai là. Non, par contre, on pourrait certainement poursuivre la discussion parce que moi, j'avais des sous-questions en lien avec ça, mais si on a un peu de temps plus tard, on y reviendra. Avec plaisir. Puis en fait, on parlait de chaîne logistique, on parlait de secteur manufacturier, de production, fait que ça nous fait une belle transition pour en fait retourner vers Ève et Marie-Luc. Parce que bon, Marie-Luc, tu nous as parlé d'économie circulaire, tu nous as parlé des différentes étapes du cycle. Ève, les phases du cycle d'adaptation aussi. Euh, pour, donc, est-ce qu'il y a un maillage potentiel entre les deux? Parce que oui, on peut regarder la production, il y a aussi la question de l'adaptation des changements climatiques. Comment est-ce qu'on est capable est-ce qu'il y a des bénéfices, des co-bénéfices à travailler les deux ensemble? Donc, ce serait quoi les maillages potentiels qui nous permettraient à la fois d'encourager l'économie circulaire, puis aussi de renforcer les capacités d'adaptation au changement climatique des entreprises? Donc, on peut y aller comme un échange. Donc, peut-être, je ne sais pas si Ève ou Marie-Luc qui voudrait commencer sur cette question-là, mais je pense que c'est d'intérêt là, pour les entreprises, surtout qui, comme Arnaud l'a mentionné, qui font face à des défis importants qui ne sont pas uniquement liés là, au changement climatique. Oui. Oui, ben je me lance. En fait, c'est une excellente question. Puis je pense qu'en fait, la démarche d'adaptation puis n'est pas un processus à part qui doit s'ajouter aux pratiques. Je pense que c'est plutôt d'intégrer l'adaptation dans les pratiques déjà existantes des entreprises. C'est un peu une lunette qu'on se met. Donc, de dire, quand on a des décisions à prendre, justement, quand on réfléchit à nos opérations, à nos activités, de dire, comment je peux intégrer les changements climatiques dans ma prise de décision pour justement venir supporter les activités de l'entreprise. Donc, je vois vraiment la démarche d'adaptation un peu comme un parapluie là, qui surplombe toutes les activités, toutes les sphères d'activité d'une entreprise, que ce soit de la planification stratégique aux opérations, à la chaîne d'approvisionnement. Donc, je vois vraiment, je vois pas ça comme les démarches de réduction, c'est vraiment complémentaire à une démarche d'adaptation. Il n'y a pas de compétition, au contraire. Je pense que l'adaptation vraiment profite à tous les types d'entreprises et il y a des éléments, justement, qui peuvent être complémentaires aux deux. Je pense à la réduction, justement, de notre dépendance sur certains, on a dit les ressources naturelles, mais ça peut être à l'eau. Donc, si on vient réduire notre consommation d'eau, notre entreprise devient peut-être plus résiliente aux périodes de sécheresse ou d'étiage ou de manque d'eau qu'on pourrait connaître au Québec. Donc, je vois vraiment de la complémentarité là, entre les deux démarches. Et je ne sais pas, Marie-Luc, ce que tu en penses? Ben oui, je suis d'accord. Il y a vraiment des vraies solutions qui ne sont pas du tout acquises, qu'on a devant nous puis qui méritent d'être implémentées, on va dire, en matière de ce parallélisme-là entre l'adaptation et puis l'économie circulaire. Parce que c'était ça la question, dans le fond, sur laquelle on voulait aller. Mettons, si on pense aux circuits courts, hein, qui font partie du référentiel un petit peu
spontanément, quand on pense économie circulaire, on va vouloir notamment peut-être raccourcir les transports, se doter de synergie avec des acteurs dans un écosystème. On va vouloir bénéficier et bénéficier à d'autres en termes de symbiose, des choses comme ça. Et puis ça, ben, ça a un impact bénéfique en matière d'adaptation, ben, comme un peu de réduction du risque en termes de rupture des chaînes de valeur. Tu sais, on parlait tantôt du risque, là, les approvisionnements. Quand on raccourcit tout ça puis qu'on diversifie nos approvisionnements, ben, on est moins exposé à ces risques-là. Puis en même temps, ben, il y a forte chance qu'on va avoir un impact moindre sur l'environnement via la circularisation des flux de matière et d'énergie. Fait que ça fonctionne ensemble. J'ai un exemple devant les yeux que je ne vais pas vous montrer, ce serait peut-être trop long, mais en France, un collègue qui a fait un logiciel pendant la pandémie, justement parce qu'il y avait rupture des flux d'approvisionnement, pour une espèce de réindustrialisation à l'échelle plus locale de la France. Justement, ces gels alcoolisés qui ont été faits à partir de produits cosmétiques. Il a fait un logiciel d'apprentissage machine, pas profond, qui permet de synergiser des acteurs de manière tout à fait inusitée sur le territoire. Bien, ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire qui est une vraie solution. Cela dit, des fois, il y a des effets rebonds. Les tensions, elles existent. Puis il faut qu'on soit à l'affût de ces dynamiques paradoxales où, en luttant contre le changement climatique, on compromet l'adaptation de quelqu'un d'autre ou on induit des cycles de maladaptation. Puis c'est un peu ce sur quoi je concluais partiellement tantôt, là, ça fait partie du réel. Puis en poursuivant, sans avoir ça dans notre rétroviseur puis dans notre regard avant, on risque de créer des problèmes en même temps qu'on en résout. Je m'arrête là-dessus, peut-être. Voilà. OK. J'aurais peut-être une petite question de suivi. Quand on parle de... Est-ce qu'on aurait des exemples de maladaptation? Tu sais, peut-être pour rendre ça tangible pour les personnes qui nous écoutent. Sur le plan social, c'est peut-être plus évident. C'est là que ça a été le plus traité. Tu sais, mettons, on va... Est-ce que vous avez des exemples, collègues, qui vous viennent à Oui, l'esprit? moi, j'en aurais Vas-y. une, justement. Merci. C'est vraiment sur une entreprise, mais j'aime aussi le point que les exemples de maladaptation, des fois, ça peut être sur des actions qui nous affectent nous, mais peut aussi, ça être de la maladaptation sur d'autres acteurs. Donc, il faut garder les deux aspects. Mais moi, j'ai l'exemple, en fait, d'un camping qui s'est fait, sa piscine s'est faite inonder et que l'entreprise a décidé de refaire 3 fois la piscine, de réparer 3 fois sa piscine avant de finalement décider de la déplacer parce que justement, elle a réalisé que c'était problématique et ce risque de situation-là allait se reproduire. Donc, je ne veux pas lancer le blâme là, sur l'entreprise parce que c'est difficile des fois de faire les liens entre un événement météorologique extrême et les changements climatiques. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour sensibiliser. Mais c'est le genre de choses qui peut être coûteuse pour une entreprise de devoir refaire des mêmes actions. Et on pourra en reparler, mais l'idée, c'est de vraiment prendre ces événements-là comme des opportunités à se questionner justement sur comment on peut faire les choses différemment, et se demander est-ce que les changements climatiques vont exacerber ce genre de situation et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour atténuer ces effets-là? Ouais. Puis peut-être en lien avec ce point-là, avant de passer à la prochaine question, tu sais, souvent la maladaptation, c'est pas mal intentionné non plus, donc ça part de bonnes intentions, mais d'où l'importance de bien s'informer puis de comprendre les enjeux à travers des échanges comme on a aujourd'hui. Donc, peut-être ça permet de faire le pont aussi avec la prochaine question. Qui va s'adresser à Arnaud et Marie-Luc. Donc, pour une entreprise, ce serait quoi les principaux leviers, puis aussi les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées pour s'adapter au changement climatique? Donc là, bon, il y a l'information qu'on a mentionnée, mais il y en a certainement d'autres. Marie-Luc, veux-tu y aller? Je commence? Non, vas-y, je suis. Super. Bon, ben merci. Ben, Yves, je vais parler d'enjeux, mais avec des pistes de solutions. Donc, les enjeux représentent des leviers d'opportunité. L'enjeu de la sensibilisation, on en a parlé. Je pense qu'il faut accroître la sensibilisation des acteurs économiques aux enjeux d'adaptation sans surprise, ainsi qu'aux risques et aux opportunités. Puis, je souligne 2 fois opportunités, parce que c'est peut-être une façon aussi de les mobiliser davantage et de les mettre en action. Et ces risques-là, vraiment sur mesure, qu'est-ce que c'est pour leurs organisations, qu'est-ce que c'est pour leur secteur d'activité, et pas forcément de manière macro. J'irais sur l'enjeu de la formation, là aussi sans surprise, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça peut limiter l'action
des entreprises à ce niveau-là. Et une des solutions serait d'avoir des programmes de formation initiale et continue qui seraient adaptés aux réalités des secteurs, donc du sur-mesure, et à la taille de l'entreprise, parce qu'on l'a parlé, ça fait partie du défi. Et surtout, je pense il faut en être conscient. Souvent, les formations, on pense que c'est juste pour les travailleurs. Je vous dirais, il ne faut pas oublier la haute direction, les gestionnaires, parce que ça fait partie de la solution que tous les étages d'une entreprise comprennent l'enjeu et puissent se mettre en action de manière coordonnée, parce que si c'est seulement qu'une partie, notamment les travailleurs qui le font, ben, il va y avoir un décalage entre des leviers au sein de l'entreprise qui doivent s'activer également. L'enjeu de l'accès aux données, là aussi, c'est un gros morceau. Il manque plusieurs données. Je collabore avec le G15+, au niveau des indicateurs du bien-être du Québec et on voit qu'au niveau environnemental, il manque de données. Donc, nos entreprises n'ont peut-être pas accès à l'information qui leur permettra aussi d'anticiper les besoins et de mettre en place les bonnes stratégies. L'enjeu de l'accompagnement, sans surprise, on a des petites structures, je le rappelle, des petites entreprises. Il faut qu'on leur donne les moyens, il faut qu'on les aide, il faut développer des outils simples qu'ils vont pouvoir utiliser facilement, vulgariser et basé sur des exemples d'entreprises qui ont réussi à mettre en place des stratégies. Je pense que ça permet aussi de montrer que ça c'est faisable et qu'il y a des solutions. Et encore là, avec une sensibilité pour l'adapter aux organisations, au secteur d'activité visé. Donc là aussi du sur-mesure dans les exemples et les solutions à mettre en place. Ça serait les quelques leviers que je mettrais de l'avant à ce stade-ci, Yves. Parfait. Ben, merci Arnaud. Puis je ne sais pas si Marie-Luc, tu as des suggestions ou d'autres éléments de réponse pour compléter. Ben, en complément, en fait, pour moi, je pense qu'il y a un élément important qui est celui d'élargir son horizon d'analyse. La perspective cycle de vie, c'est super important pour arriver à anticiper des choses qui sont en dehors de notre sphère d'influence, mais qui finissent, comme tout le monde le dit aujourd'hui, ça finit par nous réinfluencer puis nous affecter indirectement. Fait que ça, c'est important. Puis, il y a une tendance forte en ce moment à concevoir ben, autant la lutte au changement climatique que l'adaptation. Je dirais, Arnaud, vous parliez des données qui manquent. Hein? Ben ça, il y a comme un travers à ça dans cette transformation numérique que doivent opérer nos organisations aujourd'hui, à aller dans la panacée associée. Le numérique peut aider, sauf que lui aussi a son impact environnemental. Puis ça, c'est un défi majeur de penser que parce que ça a l'air dématérialisé, il y a un interfaçage majeur en ce moment, un espèce de mouvement vers l'interfaçage entre l'économie circulaire et l'Internet des objets. On tient typiquement l'Internet des objets, petits dispositifs plus ou moins complexes, comme n'ayant pas tant d'impact, puis plus de bénéfices en matière de gain environnemental que l'inverse. Puis ça, c'est très dangereux, c'est une pente glissante parce que effet rebond. Parce qu'on va créer de l'impact en voulant régler la question, si on veut. Puis, il y a l'apprentissage profond qui vient avec ça. L'intelligence artificielle générative, elle a un impact majeur. Puis, présentement, on produit de la donnée qu'on va vouloir analyser sans trop s'attarder à l'impact associé parce qu'on pense qu'on va y gagner. Puis ça, c'est surtout pour les grandes entreprises, je dirais, mais c'est aussi un réflexe des gouvernements. Voilà. Puis peut-être en complément aussi avec ça, ça crée aussi d'autres vulnérabilités. Donc, vulnérabilité sur l'infrastructure technologique, puis on l'a vu dans les risques, événements météo extrêmes, panne d'électricité, végétation qui va croître plus vite, donc les branches. Donc ça crée des vulnérabilités pour les entreprises également. Là-dessus, je pense qu'on va retourner vers Eve et Arnaud. Pour mieux comprendre comment est-ce que les entreprises peuvent s'adapter au changement climatique, est-ce que vous avez des exemples concrets de bonnes, mauvaises pratiques d'adaptation? On en a eu un exemple tout à l'heure, mais sur les bonnes pratiques d'adaptation, est-ce que vous avez des exemples, peut-être des cas de succès? Parce qu'évidemment, il y a les cas d'entreprise qui permettent aussi d'apprendre. On apprend beaucoup par les histoires qu'on nous raconte. Ce serait quoi les leçons de ces études-là? Qui pourraient donner des outils là, pour les entreprises qui aimeraient là, améliorer leur résilience, s'engager dans une démarche d'adaptation. Oui, ben je vais me permettre de commencer. Il y a le guide de l'ADEME l'ADEME, qui est l'Agence de transition écologique française, a fait un guide sur les entreprises avec plein de témoignages. Et je vais parler d'une de ces entreprises parce que je la trouve très intéressante. Donc, c'est une entreprise de construction là, qui travaille sous les combles en France et vous comprendrez que vu qu'ils travaillent sous les toits,
les employés sont soumis à des grosses chaleurs l'été. Et donc, c'est pour faire face à ces enjeux climatiques-là qui vont probablement être pires d'une année à l'autre. Donc, l'entreprise a pris une panoplie d'actions, que ça passe à mettre des camelbags, là, comme quand on va en randonnée, disponibles individuels pour les employés. Ça va changer les horaires lors des périodes saisonnières plus chaudes, donc commencer plus tôt, finir plus tôt pour éviter vraiment que les employés se retrouvent sur les chantiers en période de grosse chaleur. C'est aussi également de mettre du melon à la disposition des employés qui permet justement de rafraîchir, d'hydrater constamment. Donc, il y a plein de mesures comme ça qui ne sont pas nécessairement technologiques, je dois le dire. L'adaptation, ça peut passer aussi par des solutions qui ne dépendent pas de nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est en fait de voir que l'entreprise dans son ensemble a profité des mesures d'adaptation. Donc, les délais de chantier sont mieux respectés parce que les employés sont mieux ils ont des meilleures conditions de travail. Il y a moins d'absentéisme au travail, justement. Il y a également il y a moins de congés de maladie, mais il y a aussi moins de perte d'employés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moins grand roulement dans les employés. Et pour le gestionnaire, ben, ça permet un certain confort, je dirais, parce que les délais sont respectés. Donc, il y a plusieurs actions qui peuvent être prises. C'est un exemple que j'aime beaucoup parce que je le trouve parlant. Et je pense qu'un point important aussi, c'est quand on a une opportunité qui se présente, c'est de dire premièrement comment on va être affecté par les changements climatiques, de se questionner à c'est quoi les mesures possibles qui peuvent être mises en place, prendre ces actions-là et aussi les évaluer, de toujours faire un retour. Est-ce que ce que je mets en place permet justement de bien s'adapter ou au contraire contribue à la maladaptation et de ne pas avoir peur de dire ben, peut-être que dans certains cas, je dois ajuster mes pratiques parce que justement, ça n'a pas les effets voulus. Et donc, c'est vraiment l'adaptation, c'est dans un cycle continu, donc on n'a jamais fini. Mais plus on fait ce cycle-là, plus on embarque, plus on voit les bénéfices que ce soit vraiment sur toutes les sphères. Et donc, plus ça devient intéressant aussi pour les entreprises de continuer la démarche. Ouais, merci. Donc, les mesures qu'on prend, ça a aussi des bénéfices au niveau de la rétention, du recrutement des employés, donc leur bien-être en général, et donc des bénéfices qui vont au-delà de simplement l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est un très bel exemple. Arnaud? Très rapidement, et je souligne dans le sondage qu'on avait fait, 27% des entreprises voyaient un avantage dans l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre à mettre en place des éléments d'adaptation, donc très concret dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Pour répondre à la question sur des bonnes ou des mauvaises pratiques, en termes de mauvaises pratiques, c'est davantage des démarches qui sont moins gagnantes. J'avais parlé du besoin de briser les silos puis d'avoir un dialogue entre les employés, les gestionnaires, la haute direction. Ça, c'est sûr que si une entreprise s'embarque dans cette démarche-là sans faire ce passage obligé de briser les silos de discussion entre tous les étages de l'entreprise, ça risque d'hypothéquer la suite. Je vous dirais, il y a un élément important dans les discussions que j'avais avec les entreprises. Il y a un défi. On parle beaucoup de pédagogie, de sensibilisation à l'interne. Et souvent, les employés me disaient, mais on met du temps à passer à l'action. Et ce manque de passage à l'action avait aussi un côté démobilisant. Il faisait en sorte que plus on le retardait, moins les gens étaient prêts à embarquer. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le besoin de vite tomber dans le concret une fois qu'on a sensibilisé tout le monde pour pas les démobiliser et pas les perdre en cours de route. Au niveau d'exemples concrets, dans les membres du CPQ, on a notamment celui d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord qui avait constaté une augmentation des phénomènes météo sévères tels que des précipitations intenses et des vagues déferlantes. Donc, on parle d'érosion des berges, on parle de parois rocheuses qui sont soumises à des stress de chaud et de froid qui font en sorte qu'elles sont beaucoup moins stables. Et pour y faire face, ArcelorMittal a investi dans une stratégie d'inspection et de maintenance renforcée pour protéger ses infrastructures. Donc, beaucoup plus proactive, notamment en ce qui touche les installations du port et du chemin de fer. Si vous avez des amis qui travaillent en construction ou les cordistes, comme on les appelle, il y a beaucoup de va-et-vient depuis cette prise de conscience et c'est la mise en place de ce plan-là pour atténuer en amont les effets de ces changements qui sont perceptibles. J'en prends un autre, cascade, au niveau de la gestion de l'eau. Ève en parlait. Je trouve que c'est un bon exemple. On peut pas prendre pour acquis que l'eau sera
sera aussi disponible qu'elle l'est aujourd'hui. Et Cascade a investi dans des technologies de pointe qui vont optimiser l'utilisation de l'eau dans son processus de production. Ça va réduire sa dépendance aux ressources hydriques, puis ça va augmenter sa résilience face aux périodes de sécheresse. Donc ça, c'est le genre d'initiatives qui vont dans le bon sens. J'en ai un dernier, si tu me donnes l'occasion, Yves. On avait une entreprise. Absolument. On avait une entreprise qui nous a partagé son histoire, une entreprise manufacturière qui avait des fournisseurs au Mexique et ces fournisseurs étaient victimes de plusieurs inondations et catastrophes naturelles et ces fournisseurs n'avaient pas la capacité de changer de lieu de production, de sortir de ces zones inondables. Donc, l'entreprise québécoise est partie sur le terrain au Mexique avec ses partenaires, a construit une nouvelle usine avec ses fournisseurs dans une zone beaucoup moins soumise au changement climatique et plus proche des pôles logistiques parce que c'était un enjeu aussi. Ils étaient plus éloignés de la chaîne logistique et ces inondations les coupaient parfois de celle-ci. Et donc, en travaillant ensemble, ils ont relocalisé une partie des fournisseurs, ce qui les rend beaucoup moins vulnérables au changement climatique et les rapproche de cette chaîne logistique tant importante dans leur cas. Voilà. Ouais, donc, une stratégie, la relocalisation, qui est une stratégie tout à fait à propos. Puis dans ce cas-là, il y a des bénéfices marginaux également. Donc, en fait, c'est ce qui ressort des deux exemples que vous avez donnés. C'est que c'est une opportunité aussi pour revoir ces processus, pas juste pour les changements climatiques, mais aussi pour d'autres aspects de l'entreprise. Je vais rebondir très, très brièvement sur un point. Je pense que c'est celui là, du désengagement des employés. Ça, c'est souvent sous-estimé. C'est que je pense que les gens, il y a un certain niveau de conscientisation. Et là, s'ils voient que l'employeur, oui, il a pris connaissance du problème et qu'il n'y a pas nécessairement d'action, ben là, c'est justement, on peut perdre ces employés qui sont des alliés tellement importants là, lorsqu'on est dans une démarche de transition. Donc, c'est un point très, très important. On va y aller avec une dernière question avant d'ouvrir les questions au public. Puis là, c'est pour Ève, Marie-Luc et Arnaud. Donc, selon Investissement Québec, il y aurait seulement 39% des entreprises québécoises qui se considèrent prêtes et résilientes face aux risques climatiques. Donc, ça, c'est de leur perspective à elles, aux entreprises. Donc, si vous pouviez partager un conseil, une stratégie clé qui permettrait, selon vous, de renforcer la capacité des entreprises québécoises à s'adapter au changement climatique, ce serait quoi, en fait? Ce serait quoi cette stratégie-là? Donc, en quelques mots. Je ne sais pas si... bon, Je Arnaud a peux me ouvert son lancer. micro, donc Allez, je me lance. on est à Et l'écoute. très rapidement, je vous parlais de la caractérisation de l'économie du Québec, très peu de grandes entreprises, beaucoup de PME. On a, dans une étude récente du CPQ, on avait une statistique intéressante. Une grande entreprise a en moyenne 2500 sous-traitants, majoritairement des PME. Et pour nous, il y a une capacité, je pense, de mobiliser davantage ces grands donneurs d'ordre pour qu'ils accompagnent leurs fournisseurs dans l'intégration de ces risques-là, dans des stratégies d'adaptation parce qu'ils sont conscients que leur vulnérabilité, pardonnez-moi, passe aussi par leurs fournisseurs. Et donc, je pense qu'on est à une époque où ils sont conscients qu'ils peuvent agir en amont au lieu de se dire qu'ils vont changer de fournisseur du jour au lendemain. Donc, il y a certainement une capacité de les mobiliser davantage et de faire en sorte qu'ils puissent accompagner des structures qui n'ont pas forcément les mêmes ressources qu'elles. C'est une réflexion qui nous occupe particulièrement au CPQ en ce moment. Parfait, merci Arnaud. Marie-Luc ou Ève, je ne sais pas qui veut y aller en premier. Je peux y aller, mais en deux mots. Ève l'a déjà dit un petit peu, mais je pense que l'optique en est une d'agilité, d'itération, de ne pas attendre d'avoir les réponses toutes faites, parfaites. On sait que c'est par là qu'il faut aller. On s'essaye, puis on se donne les moyens de corriger au passage. Puis un autre élément, peut-être pour des PME puis des TPE, c'est la mutualisation des enjeux puis des ressources. Se mettre ensemble, ne pas rester seul dans ça. On a vu, il y a plein de transversalités. Hein? Yves, vous en avez nommé quelques-unes. Comment est-ce qu'on fait pour se regrouper ensemble pour faire face à ces enjeux-là, puis ne pas inventer la roue chacun notre bord? C'est ça que je dirais. Oui, parce que quand on parle de résilience, c'est l'ensemble du système. Ce n'est pas uniquement ses propres activités. Ève?
Oui, je vais faire écho en fait à Marie-Luc, en fait, de commencer, comme le dit Arnaud, là, il n'y a pas une entreprise de quelconque manière qui n'est pas vulnérable à certains impacts des changements climatiques. C'est de commencer, mais on n'est pas obligé de commencer là, en grande pompe, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec un enjeu précis. Si votre entreprise subit des vagues de chaleur, de dire c'est quoi les mesures que je peux prendre concrètement maintenant pour faire face à ce phénomène climatique-là. Et au fur et à mesure, justement, grandir notre portfolio d'action, de considérer de plus en plus d'impacts climatiques et de croître. Donc, vraiment être dans un processus itératif, comme l'a dit Marie-Luc, mais de commencer, ça fait quelque chose qu'on peut faire, qu'on comprend, qu'on connaît, puis que on peut déjà être affecté par certains phénomènes climatiques, de partir de là et vraiment de rentrer dans un mode solution et de réviser justement aux besoins là, au fur et à mesure on a les capacités et qu'on met de plus en plus d'efforts dans cette démarche-là. Oui, puis après, en commençant avec un enjeu, ça ouvre la porte à d'autres enjeux. Donc, ça fait une brèche qui permet finalement là, une meilleure considération des enjeux climatiques. Ben, merci Arnaud, merci Ève, merci Marie-Luc. Ce serait le temps, en fait, d'ouvrir la porte aux questions. Donc, ça va nous permettre de pousser notre réflexion, puis aussi de tenter le pouls sur qu'est-ce qui est d'intérêt aussi pour nos auditeurs. Donc, on a César Maldonado qui serait qui aurait une question pour nos panélistes. Donc César, c'est à vous. Donc, on vous écoute. Bonjour à tous. Je voudrais savoir quelles sont les actions au Québec au niveau des assurances, de l'industrie de l'assurance. Mettre en ligne pour les actions qui sont développées dans la OECD, au niveau de la OECD, et quels seront les impacts au Québec au niveau de l'assurance. Donc, au niveau de l'assurance. Donc, Oui, OK. Donc, c'est quoi les mesures qui ont été qui oui. sont prises par les compagnies d'assurance au Québec et quels seraient les impacts sur l'économie, c'est ça? J'ai donné un exemple avec la guide de la OECD. Ah, OK. Donc, quel sera l'impact économique sur le secteur de l'assurance au Québec en raison des changements climatiques? OK. Yves, je peux peut-être me lancer dans un début de Oui. réponse parce que je vous avoue que lors de notre journée de réflexion l'an dernier sur l'adaptation, on avait commencé cette journée-là avec un représentant du secteur de l'assurance pour mettre la table parce que les coûts vont exploser. C'est déjà le cas et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, il avait la capacité de donner beaucoup d'exemples sur assurer un bâtiment qui ne sera plus assurable s'il est dans les mauvaises zones inondables, d'avoir des villes qui risquent d'avoir des difficultés pour les citoyens de s'assurer et qui vont demander d'avoir des initiatives qui sortent du cadre classique pour trouver des façons de s'assurer. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans tous les cas. Ça va coûter plus cher s'assurer, ça c'est certain. Et c'est pour ça que les décisions sont encore plus importantes aujourd'hui. C'est se prémunir de ce risque de l'augmentation des coûts des assurances. Si on est déjà dans des zones, anticiper des zones qui vont avoir moins d'impact des changements climatiques, la prime serait certainement moins élevée. Mais je pense que il y a personne qui s'attend à ce qu'elle baisse ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est des discours qui sont qui nous ramènent à la réalité, je vous dirais, parce que c'est peut-être l'assurance, le secteur de l'assurance qui a le plus de données et qui peut avoir une bonne idée des impacts actuels et à venir sur tous les secteurs. Parfait. Je ne sais pas si Marie-Luc et Ève voulaient compléter ou si ça faisait le tour de la question. Ou César, je ne sais pas si ça répondait à votre question. Oui, je vais mettre en contact avec Arnaud. Je suis intéressé au niveau de l'action qu'on a implémentée au Mexique. Merci beaucoup. Ah oui, bon, parfait. Oui, puis sur la question des risques, là, il y a les compagnies d'assurance, c'est un élément qui est très intéressant aussi, parce que c'est quoi les assurances? C'est une mutualisation des risques. Donc, il y a différentes formes aussi d'assurance qui peuvent être prises. Donc, est-ce que c'est une mutualisation des risques qui est prise au niveau de la société ou est-ce qu'on laisse au secteur privé le soin de prendre en charge les risques, mais avec les conséquences qu'on voit là, sur l'augmentation des primes, donc des gens aussi qui ne seront pas couverts. Donc,
Il y a le secteur de l'assurance, mais aussi il y a l'ensemble de la société qui va être impacté par ça. Ben, merci César pour cette question. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions du public. Moi, en fait, j'en aurais peut-être une en lien avec aussi qu'est-ce qui peut être fait au niveau gouvernemental. Donc, je sais que c'est pas une question de rejeter. Donc, je pense que les entreprises très certainement doivent prendre les risques climatiques là, au sérieux, intégrer la dimension climatique dans leurs activités. Mais il reste que la résilience des entreprises dépend en grande partie de la résilience du système. On l'a vu, bon, il y a les municipalités il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits en lien avec ça. Mais au niveau gouvernemental, qu'est-ce qui pourrait être fait ou en fait, il y a des choses qui sont faites? Est-ce que davantage pourrait être fait? Puis si oui, ce serait qu'est-ce que vous voyez? Puis on va terminer là-dessus. Une grande question pour conclure. Yves, veux-tu Oui, que je me lance? oui, vas-y, Arnaud, t'as l'air. Allez, Le micro est ad lib. ouvert, donc Je ouais. vais essayer. Ben, c'est sûr que ça demande du dialogue entre toutes les parties prenantes. Je pense que Ouais. c'est assez caractéristique du Québec. On est capable de se parler entre gouvernement et syndicats. Ça caractérise, ce dialogue social est caractéristique du Québec et je pense que c'est un avantage sur lequel on doit miser pour trouver des solutions. Les entreprises n'ont pas la seule solution, les travailleurs non plus, le gouvernement non plus. Et je pense que c'est en mettant en commun toutes ces expertises, le partage d'enjeux et de solutions entre ces différents acteurs qui doivent se mobiliser ensemble pour permettre de faire atterrir tout ça à la bonne place. Et ça va demander des changements assez importants au niveau du gouvernement. On a toutes les politiques d'infrastructure qui sont davantage sur le plus bas soumissionnaire, beaucoup moins sur la qualité et la durée de vie des ouvrages. Ça, c'est des éléments super importants pour pas qu'on refasse 3 fois la même piscine. Si je reprends l'exemple d'Ève, mais à une échelle beaucoup plus transport routier notamment. Donc, c'est des changements assez importants. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a une volonté des acteurs de faire chacun son bout de chemin. En tout cas, au niveau des entreprises, c'est un sujet assez récent, mais on voit une mobilisation assez concrète et un besoin de trouver des solutions. Donc, elles seront au rendez-vous, c'est certain. Et je pense que le gouvernement a montré aussi que c'est des éléments qui l'impactent et sur lesquels il veut agir. Est-ce que la formule actuelle est efficace et optimale? Je pense pas. Mais du dialogue et des changements dans les façons de faire de chaque acteur va certainement donner plus de résultats. Merci. Marie-Luc ou Ève, je ne sais pas si vous vouliez compléter ou ajouter. Ben, tu sais, ce qui me vient aussi, c'est j'ai devant les yeux, c'est pas une entreprise en l'occurrence ici, mais un projet de logement abordable dans une zone inondable. Vous l'avez vu, hein, sans Oui, doute dans dans les médias, médias. oui. Voilà. Et puis là, on a un projet de logement abordable. On avait manifestement l'intention d'adresser un enjeu criant. Les lois actuelles vont être changées très bientôt. Ce ne sera plus une zone constructible, mais ce n'est pas encore le cas. Fait que la difficulté à changer les cadres réglementaires avec autant d'agilité qu'on en aurait besoin, c'est majeur. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer des signaux autrement, comme gouvernement, qui sont peut-être plus agiles en l'occurrence? Et puis aussi, pour ne pas pointer du doigt, puisque la solution, elle est systémique, il ne faut pas être si... rester dans le positif. On voulait faire quelque chose de positif. on s'y est mal pris. Comment est-ce qu'on fait pour ensemble avancer puis pas shamer, pour le dire dans les mots qui me viennent? Encourager là, le vous voyez? cynisme. Oui, c'est ça exactement, parce que ça n'est pas simple. Puis on va être dans des situations où on va faire des erreurs, puis on va revenir en arrière. Ce qui est important par ailleurs, c'est de ne pas instrumentaliser cette posture difficile qui est celle d'avancer. Fait que l'opportunisme a découragé, mais bien entendu, décourager aussi le cynisme. C'est exactement ça qu'est. Fait que voilà, c'est ça qui me venait là. Ouais, puis Parfait, merci. Puis Ève, oui, pardon, vas-y. je vais continuer dans le même sens. De la complexité du problème d'adaptation, il n'y a pas une solution unique. Vraiment, l'adaptation, ça dépend de chaque contexte, de chaque réalité. Donc, je pense que c'est de continuer justement à faire de la sensibilisation là, auprès de tous les acteurs de la société,
et de continuer, comme le dit Arnaud, là, de travailler en collaboration pour justement s'assurer que les différentes perspectives soient prises en compte, et que les décisions soient prises là, pas en silo, mais vraiment avec plein d'acteurs qui peuvent contribuer aux solutions en apportant justement leur réalité, comment ils sont affectés. Donc, je dirais que je finirai là-dessus. Parfait. Ben, merci, Eve. Je pense que c'est une belle conclusion. Donc, ben, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que ça a été un échange que je serais heureux de poursuivre au-delà du cadre de ce webinaire, de ce panel. Donc, merci à nos auditeurs aussi qui étaient avec nous ou ceux qui écoutent en rediffusion. Donc, merci Eve, Marie-Luc, Arnaud. Puis merci à Agathe et Jennifer aussi pour l'invitation aujourd'hui. C'était très agréable. En espérant que ça vous a fait réfléchir sur cette question-là qui est importante et qui va devenir de plus en plus importante à l'avenir. Donc, merci à tous. Merci pour l'invitation et la discussion. Merci également. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci.